Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux recherches menées par les chercheurs et les enseignants-chercheurs de notre université. Aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle, d'apprentissage des machines et des grands défis technologiques de demain. Pour en discuter, nous recevons Eddy Tabia, enseignant-chercheur spécialisé en vision par ordinateur, apprentissage automatique et intelligence artificielle au laboratoire IBISC. Informatique, bioinformatique, système complexe. Responsable d'une équipe de recherche mêlant réalité virtuelle, intelligence artificielle et mécatronique, vous travaillez notamment sur les modèles d'IA plus performants, moins énergivores et plus robustes face aux erreurs et aux manipulations. Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'histoire de l'intelligence artificielle, comprendre comment les machines apprennent, mais aussi explorer les enjeux majeurs qui se posent aujourd'hui. Consommation énergétique, fiabilité des IA, avenir des métiers et place de l'humain face à ces technologies qui évoluent à une vitesse fulgurante. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors pour commencer, nous allons parler d'IA, forcément, puisque c'est un petit peu votre sujet de spécialité. Mais quand on parle des IA, on peut se demander à quand remonte l'utilisation de ce terme. Très bien, merci. Merci de la présentation et de l'invitation. Le premier, le terme IA a vu le jour à la conférence Dartmouth qui date de l'année 1956. Cette conférence-là a regroupé un ensemble de chercheurs, notamment M. Marvin Minsky, qui est un mathématicien très connu en IA, John McCarthy, Claude Shannon, ainsi que Nathanael Rochester. Ce sont des mathématiciens et des informaticiens qui ont conçu la première constitution, dite la constitution de l'IA. Cette constitution, c'est une sorte de roadmap, c'est une carte, c'est un plan pour établir un ensemble d'objectifs. Et notamment, le premier objectif, c'était de simuler l'intelligence humaine. Ça veut dire quoi, simuler l'intelligence humaine? C'est-à-dire, est-ce que les machines sont capables, en fait, de reproduire l'intelligence humaine? La question de l'intelligence humaine, c'est vraiment complexe, en fait, à définir, cette intelligence. Mais par contre, l'intelligence artificielle, c'est plutôt, en fait, reproduire l'intelligence humaine. Et du coup, c'est plus simple, en fait, à dire reproduire l'intelligence humaine que définir l'intelligence artificielle tout court. Donc, ça revient à cette date-là. Alors que l'intelligence artificielle, en fait, c'est plusieurs thématiques de recherche. Ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui et actuellement. En fait, plusieurs domaines, notamment, il y a l'intelligence artificielle qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, qui se base sur un ensemble de règles logiques, une certaine représentation de connaissances, pour tirer des conclusions, et ces conclusions mènent à des résultats, etc. Et donc ça, c'est de l'intelligence aussi, qui a produit des résultats qui sont très intéressants. Jusqu'à présent, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur cette thématique de recherche, mais ce n'est pas ça qui a fait révolutionner l'IA d'aujourd'hui. Il y a une autre branche d'IA qui s'appelle l'apprentissage statistique. L'apprentissage statistique, ce qu'on appelle en anglais machine learning, c'est une autre philosophie en fait d'appréhender l'intelligence artificielle. Étant donné une base de données, on va transformer la question de l'intelligence artificielle à un problème ou à une question de prédiction. À partir d'un ensemble de données, comment prédire ce que l'humain peut prédire à partir de ces données-là. Si on arrive à moduliser ça, à prendre un modèle qui permet de faire ça, c'est de l'intelligence. Et donc, cet apprentissage statistique ou cette thématique de recherche contient également plusieurs, sous-thématiques de recherche. Il y a principalement 3 paradigmes de recherche dans cette thématique de recherche. Le paradigme, le premier, qui est l'apprentissage supervisé. Et là où c'est vraiment ça qui a révolutionné l'IA d'aujourd'hui. Il y a un autre paradigme, c'est le paradigme d'apprentissage non supervisé. La différence, c'est que le premier, c'est un paradigme où on essaye d'utiliser les données comme exemple, c'est-à-dire des données, des représentations avec des annotations humaines.
l'humain, par exemple, un exemple très simple, la reconnaissance faciale. On donne une image, une photo, ainsi que l'identité de la personne. Et cette identité de la personne, c'est donné par l'humain. L'ordinateur ou la machine va tout simplement trouver un match, un lien entre l'identité et la représentation qui est l'image, l'ensemble de pixels, donc la représentation de l'image. Le deuxième paradigme qui est l'apprentissage non supervisé, c'est plutôt un apprentissage où on essaye de trouver une sorte de structuration dans les données sans intervention d'un humain, sans étiquetage d'un humain. Exemple très simple, si on a un dossier qui contient plusieurs photos de vacances, par exemple, sans étiquetage, sans par exemple nommer, sans lieu, sans rien du tout, sans date de prise des photos, l'ordinateur doit être capable de les regrouper ensemble, par exemple en regardant de l'information sémantique, les pixels qui sont à l'intérieur, trouver des objets, etc., et les regrouper. Et du coup, les classifier, ce qu'on appelle apprentissage non supervisé. Un troisième paradigme qui est plutôt l'apprentissage par renforcement. Et c'est un apprentissage qu'on trouve souvent chez les animaux, chez l'humain aussi, ça existe. C'est un apprentissage par exemple, pénalité ou récompense. Si on fait une bonne action, on va récompenser la machine. Si la machine, elle fait une mauvaise action, on va la pénaliser. Et ainsi de suite. Vous la récompensez, la machine ? En fait, ce sont des opérations mathématiques. Donc, on donne des nombres positifs et des nombres négatifs. C'est par exemple, la valeur, elle est positive, c'est une sorte de récompense et ainsi de suite. Et l'algorithme, à la fin, arrive à apprendre une structure, une chose qui va permettre justement de se généraliser par la suite. Donc tout ça pour dire que la révolution justement de l'intelligence artificielle, c'est notamment dû à l'ensemble de recherches qui ont été effectuées dans l'apprentissage supervisé. Dans l'apprentissage supervisé, il y a une technique, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des réseaux de neurones, qui est hyper, je dirais, célèbre aujourd'hui, et c'est notamment ça qui a révolutionné l'IA. Donc si la question maintenant, quel est l'historique ou l'histoire des réseaux de neurones, ça revient beaucoup plus loin que la conférence sur l'intelligence artificielle, parce que ça revient aux années 1940, avec un certain Donald Hebb, qui est un psychologue, qui a étudié justement les mécanismes d'apprentissage chez l'humain, comment la mémoire aussi interagit avec l'apprentissage, etc. C'est un courant qui était connu dans ces années-là, c'est le courant des connexionnismes. Il a établi une certaine règle, un modèle de connexion entre les neurones, etc. Et donc, c'est les années 1940 où ça a commencé. Par la suite, justement, après cette conférence-là, 2 ans après, il y a les travaux d'un monsieur qui s'appelle Rosenblatt, qui a développé le premier perceptron, si vous voulez, le premier réseau de neurones, mais avec un seul neurone. C'est une combinaison d'un ensemble d'entrées, et donc avec cette combinaison-là, on a une valeur de sortie. Et c'est vraiment, je dirais, le premier réseau de neurones qu'on a développé. En 87, en fait, parce que il y a peut-être 10 ans ou plus que de 10 ans entre les travaux de Rosenblatt et les travaux que je vais citer, notamment les travaux de Rumelhart et Hinton, qui est pour l'instant connu comme le père de l'IA d'aujourd'hui. 86-87, ils ont développé un algorithme qui s'appelle la propagation rétroactive, backpropagation en anglais. Et cet algorithme-là a permis justement de complexifier le seul neurone de Rosenblatt, qu'on appelle perceptron, pour résoudre des problèmes beaucoup plus complexes que ce que Rosenblatt peut résoudre avec son perceptron. Il y a eu cette période où il n'y a pas eu beaucoup de développement en fait, des algorithmes d'intelligence artificielle, parce que le perceptron tout court, il n'arrive pas en fait à résoudre des problèmes complexes. Les travaux de Hinton et Rosenblatt ont permis de le rendre plus robuste, je dirais plus performant surtout, parce que à résoudre des problèmes plus complexes. Par la suite, il y a eu ce qu'on appelle l'hiver, ou la seconde phase d'hiver de l'IA, où il n'y a pas eu beaucoup de développement des algorithmes d'intelligence artificielle, même s'il y avait des chercheurs qui ont persévéré et qui ont cru au réseau de neurones, notamment le français Yann Lucas, qui a effectué sa thèse à Sorbonne Université et qui a effectué un post-doc chez Hinton, justement, et qui a développé ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs.
Les réseaux de neurones convolutifs, c'est vraiment l'origine de cette renaissance des outils d'intelligence artificielle actuels. Le cadre, c'était la reconnaissance des écritures manuscrites. Et donc, à partir d'un réseau de neurones, avec quelques opérations, Yann Lucas a réussi à reconnaître l'écriture manuscrite. Il y a eu, donc, comme j'ai dit, cet hiver-là où quelques personnes, seulement quelques chercheurs qui ont persisté, qui ont persévéré dans la recherche en réseau de neurones, jusqu'à 2012, où justement l'équipe d'Hinton qui a publié un article où ils ont trouvé des bonnes performances en utilisant un très grand réseau de neurones qui a permis de classifier des images. La classification d'images, c'est-à-dire la reconnaissance d'objets dans les images. Mais comment ils l'ont trouvé, ce réseau de neurones ? Parce qu'il y a énormément d'années qui se sont passées entre le début des années 90 et puis les années 2012. C'est une très bonne question. En fait, ils n'ont pas cherché très loin. En fait, c'est une extension des travaux de Yann Lucas. Yann Lucas qui a publié dans les années 90, fin 80, début 90, son réseau CNN, Convolutional Neural Network. L'équipe de Hinton, ils ont repris le même réseau, ils l'ont agrandi, ça devient beaucoup plus grand et ce réseau, il est capable de reconnaître les objets. L'architecture en soi, elle n'a pas changé par rapport à l'architecture qui a été trouvée par Yann Lucas. Et en fait, il y a eu des facteurs justement qui ont permis le développement d'un algorithme qui est capable de classifier, reconnaître les objets dans des bases de données et qui a surpassé les performances des autres méthodes dites classiques, telles que SVM, telles que les réseaux AdaBoost par exemple, ou telles que les Decision Trees. Ce sont des techniques aussi d'apprentissage supervisé, comme j'ai dit. En fait, la famille d'apprentissage supervisé, c'est une grande famille qui contient plusieurs techniques et plusieurs méthodes. Alors du coup, on parle que jusqu'en 2012, c'était un peu un calme plat, voilà. Très plat même. Bon, après, ils ont avancé, mais c'était quand même très très plat. Quels étaient le ou les facteurs qui ont fait que ça a débloqué les recherches en termes de machines d'apprentissage et de réseaux de neurones ? Ça, c'est vraiment... vous touchez à la cœur je dirais la question principale, c'est vraiment ça. Pourquoi ça fonctionnait en ce moment-là ? Je vais vous dire juste un truc, c'est que dans les années 90, il y a eu même un article qui a été publié par un mathématicien. D'ailleurs, c'est lui qui était parmi les organisateurs de la conférence de Dartmouth, qui est Minsky, et qui un petit peu va dans le sens inverse de développement des réseaux de neurones. Pourquoi ? Parce qu'il pointe qu'il n'y a pas assez de capacité de calcul et de données qui vont permettre justement à ce type de réseau de neurones de donner des bons résultats. En 2012, ça fonctionnait parce qu'il y a 2 ans ou 3 ans avant, 2009, c'est l'équipe de Fei Fei de l'université de Stanford qui ont publié la base de données ImageNet. La base de données ImageNet, c'est une base qui contient 1 million d'images étiquetées par des humains. Et cette base de données contient 1000 catégories d'objets. Et à partir de cela, les algorithmes d'apprentissage peuvent s'entraîner sur une base de données assez conséquente. Et donc ça, c'est parmi les facteurs qui ont déclenché donc, la renaissance de ces outils d'intelligence artificielle. Mais aussi, il ne faut pas nier le fait que la capacité de calcul qui a été un catalyseur également qui a permis justement cette renaissance. Les capacités de calcul, c'était pas les années peut-être 2009-2012, peut-être ça revient à 2004 où il y a eu une première implémentation d'un réseau de neurones sur un GPU. Un GPU, c'est une unité de calcul graphique. Ce n'est pas le processeur qu'on utilise, mais c'est le processeur graphique plutôt que le processeur de la machine, de l'ordinateur. Voilà, et donc ces 2 facteurs-là, c'est vraiment été les 2 points forts qui ont fait que le deep learning a vu le jour.
Oui, du coup, avec la base de données plus l'évolution technologique qu'il y avait juste à côté, et technique, ça a permis d'avoir tous les éléments et les ingrédients pour pouvoir poursuivre. Tout à fait, tout à fait. C'est ça qui a fait que AlexNet enfin l'architecture AlexNet développée par Hinton, l'équipe de Hinton, a repris pratiquement la même architecture de Yann LeCun, mais avec plusieurs couches de plus. En fait, on parle ici de réseaux de neurones, mais je n'ai pas parlé peut-être des paramètres qui sont à l'intérieur de ces réseaux de neurones. Dans l'architecture AlexNet, il y a énormément de paramètres, beaucoup de paramètres, par rapport à la première architecture qui a été développée par Yann LeCun pour la reconnaissance des écritures manuscrites. Et donc, avec beaucoup de paramètres, on peut faire beaucoup plus de choses. C'est ça, en fait, la complexité d'un modèle, et elle est fortement liée et corrélée avec la performance du modèle. Donc ça a fait en sorte aussi que si on arrive à faire un modèle très complexe, ce modèle-là, on peut espérer qu'il est capable de faire des tâches plus complexes qu'un simple modèle. D'accord. Et alors du coup, cette base de données, est-ce qu'elle a continué à être alimentée après toutes ces années ? Il y a beaucoup de bases de données dans différents domaines maintenant, même dans le domaine médical, dans d'autres domaines, le domaine de la reconnaissance, par exemple de l'audio, de la parole, etc. Et donc, c'est toujours alimenté, et ça, c'est grâce au corpus Internet. Parce que maintenant, il y a Internet partout, et l'annotation, elle est plus ou moins facile en fait à voir avec les réseaux sociaux, avec plein de choses comme ça. Et donc, on a pu accéder à des données d'une manière beaucoup plus facile. Et les chercheurs, bien évidemment, utilisent ces données-là pour des fins de recherche. Les capacités de calcul exigées par l'IA mobilisent énormément d'énergie. Actuellement, de par le nombre de personnes utilisant l'IA quotidiennement, la question de l'écologie et de son empreinte sur notre Terre se pose. Pour vous, quel en est son avenir de ce point de vue ? C'est une très bonne question. La question de l'énergie, c'est une question d'actualité. En fait, juste peut-être pour revenir un petit peu et faire le matching, le passage entre la deuxième question et cette question, quand je reviens à la première architecture de réseau de neurones qui a marché pour la reconnaissance des écritures manuscrites, le Net5, elle s'appelle comme ça, par Yann LeCun, ça contient à peu près quelques dizaines de milliers de paramètres. Cette architecture-là, elle a été développée dans les années 90, début des années 90. Par la suite, en 2012, l'architecture AlexNet, elle est de l'ordre de 60 millions de paramètres. Donc vous voyez la différence entre les deux. 2 ans après, c'est une autre architecture qui a été proposée dans la littérature par l'équipe d'Andrew Zisserman qui travaille à l'université d'Oxford. Et c'est une architecture qui s'appelle VGG. Elle est à peu près 140 millions de paramètres. Donc ça a plus que doublé la taille. Si vous voulez, ChatGPT qui a été publié fin 2022, début 2023, il a un nombre de paramètres autour de 200 milliards de paramètres. 200 milliards. On ne parle plus de millions de paramètres, maintenant c'est 200 milliards de paramètres. Si vous voulez ChatGPT 4, c'est 2 billions de paramètres. C'est vraiment, voilà, en anglais on dit trillion, en français on le traduit par billion de paramètres. C'est 2000 milliards de paramètres. Ah oui, je ne m'étais pas rendu compte de la quantité. Du modèle. Ça veut dire que, mais vraiment, le stockage et la partie informatique qui permet de faire fonctionner une machine pareille doit avoir quand même quelque chose des bases énormes et super solides. Tout à fait. C'est ça la capacité de calcul. Je vais vous rajouter une autre information par rapport à ça. Une seule requête de ChatGPT 5 s'était calculée l'année dernière, en août 2025, je pense, coûtait de l'ordre de entre 15 et 20 Watt-heure. Ce qui correspond à peu près à quoi ? Ce qui correspond à quoi exactement en carbone, c'est beaucoup. Après, ce qui correspond par exemple sur EDF, si vous allez sur EDF et regardez le prix de Watt-heure, 10 Watt-heure, c'est 30 centimes. 10 Watt-heure aujourd'hui, c'est 30 centimes, c'est-à-dire une requête sur ChatGPT va coûter 60 centimes par requête. Imaginez ça pour le nombre d'utilisateurs qui utilisent en termes d'argent, quantité d'argent dépensé là-dessus. Mais il ne faut pas oublier une phase qui est
la phase primordiale. Sans cette phase-là, les algorithmes d'apprentissage ne fonctionnent pas. C'est la phase d'apprentissage pour apprendre les modèles, qui est beaucoup plus consommatrice en énergie que cette phase de communication et de requête, de prompt et requête et avoir le résultat. Parce qu'en fait, c'est pas une question d'énergie seulement, c'est une question aussi d'utilisation d'eau. Pourquoi ? Pour refroidir ces systèmes-là. Parce que ces systèmes, s'ils se mettent à calculer, ça engendre, ça dégage de la chaleur. Il faut les refroidir pour que ça fonctionne. Mais en fin de compte, l'IA, c'est plus des maths ou c'est plus de l'informatique ? C'est pas vraiment beaucoup de maths. C'est de l'algèbre linéaire simple. C'est entre les deux, informatique et maths. Mais ça demande pas beaucoup d'études en mathématiques, si vous voulez, pour comprendre la philosophie et les aspects et programmer dans l'intelligence artificielle. Mais au niveau informatique, c'est effroyablement complexe, non ? À apprendre et à développer ? Pas vraiment. Surtout maintenant et actuellement, il y a beaucoup d'outils et de librairies qui facilitent en fait le développement de ces outils d'intelligence artificielle. Les calculs de convolution, par exemple, il y a des outils, c'est juste une opération à demander en fait à une librairie. En fait, tout a été précodé et celui qui fait de l'intelligence artificielle actuellement, il est censé être capable en fait à rassembler des outils ensemble pour faire fonctionner un algorithme en entier. Mais les pairs de l'intelligence artificielle, c'est là où ce sont des mathématiciens, des informaticiens ensemble qui se sont réunis justement pour développer. Mais comme j'ai dit, Donald Hebb, c'est un psychologue à la base. Oui, ce qui paraît logique puisqu'on veut simuler en fait déjà de base le fonctionnement d'un cerveau. Tout à fait. Donc ça paraît normal. Tout à fait. Depuis tout à l'heure, on parle de modèles complexes pour que ça soit efficace. Est-ce que potentiellement, pour réduire le coût énergétique, on pourrait penser créer des modèles moins complexes mais qui soient tout aussi efficaces ? Oui, après, bien évidemment, avoir les mêmes performances qu'un modèle complexe, ça reste à prendre avec précaution. Moi, je travaille justement sur cette thématique de recherche. J'encadre actuellement 2 thèses sur cette thématique, de la réduction de la complexité des modèles de réseaux de neurones. Au début, ça commençait par des modèles simples, mais qui ne sont pas capables à donner des bonnes performances. Par la suite, les modèles ont ils ont été entraînés par un ensemble de données assez conséquent. Les modèles sont devenus beaucoup plus complexes qu'avant et ça donnait des grandes performances. Maintenant, il y a une tendance dans la recherche qui dit que ces modèles, ils sont énormes, mais on n'utilise pas tous les poids. Maintenant, si je prends par exemple l'exemple de ChatGPT 3, peu importe, 200 milliards de paramètres, ce n'est pas tous les poids qui sont nécessaires pour donner les résultats de ChatGPT 3. Potentiellement, il y a même des hypothèses qui disent que seulement 30% du modèle qui est efficace pour donner les mêmes résultats, où les poids sont nécessaires pour donner ces résultats. Donc on peut supprimer les 70% restants. C'est comme un arbre, un modèle de réseau de neurones, c'est comme un arbre, c'est un réseau, connexion, etc. On peut réfléchir de cette manière avec plusieurs branches et l'idée c'est d'élaguer, de couper les branches qui ne sont pas nécessaires justement, tout en gardant la bonne récolte, etc. Donc c'est une des façons et justement c'est une des thèses que je suis en train d'encadrer. Sur cet aspect-là, comment élaguer un réseau de neurones pour donner des résultats qui sont très proches des résultats du modèle complexe, mais en gagnant beaucoup en termes de computational cost en anglais, en termes de temps de calcul. D'accord, donc pour le moment, c'est pas tout de suite, mais en tous les cas, c'est des sujets importants. Tout à fait. Il y a plusieurs chercheurs d'ailleurs qui travaillent sur cette thématique-là. Plusieurs qui sont connus sur le plan international.
Et on espère trouver une manière de réduire la complexité, mais encore aussi, c'est un compromis en fait. C'est toujours, on est tenté également de complexifier encore, parce qu'en fait, la recherche, elle est dérivée par plusieurs ou dirigée par plusieurs paramètres, notamment des grandes compagnies qui souhaitent avoir des performances toujours plus élevées, etc. Et il y a également la nécessité d'avoir quelque chose qui est écolo, qui ne consomme pas beaucoup d'eau, d'énergie, etc. Et donc, prenons ça en compte tous ensemble. On peut aller dans différentes directions. Une des directions, c'est de réduire les modèles, mais en gardant la performance actuelle. Mais l'autre direction, c'est encore complexifier pour avoir plus de performance sur plus de problématiques. Parce qu'on parle actuellement, par exemple, d'un réseau de neurones qui est capable de résoudre n'importe quelle problématique dans le monde. C'est ce qu'on appelle les réseaux, les réseaux, la super intelligence, plutôt que l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment complexifié encore. Et là où ça sera aussi de la recherche qui va s'intéresser à réduire la complexité de ces modèles-là. En fait, il y a, comme j'ai dit, cette façon de faire, par exemple, élaguer des modèles. J'ai une autre thèse qui est sur la distillation de connaissances. La distillation de connaissances, c'est de retrouver un petit modèle ou de sortir avec un petit modèle qui n'est pas complexe et essayer de simuler l'intelligence du grand modèle. On appelle un grand modèle, c'est le modèle enseignant, et le petit modèle, un modèle élève ou étudiant, si vous voulez, et de transmettre en fait la connaissance d'un modèle enseignant vers le modèle élève. Au début, l'application, c'était quoi? C'était en fait d'essayer de simuler l'intelligence humaine dans un modèle, un grand modèle. Maintenant, nous essayons de simuler l'intelligence de ce grand modèle dans un petit modèle, et ça pour réduire justement la complexité de calcul des modèles. D'autres pistes peuvent être, par exemple, l'apprentissage fédéré. C'est un autre sujet de thèse aussi sur lequel j'ai un étudiant qui travaille dessus, qui consiste à faire fédérer plusieurs postes de travail qui n'ont pas des capacités de calcul énormes pour justement résoudre un problème très complexe, un problème qui peut être résolu uniquement actuellement avec un grand modèle, un modèle complexe. Et donc essayer de fédérer plusieurs acteurs, des téléphones par exemple, portables ensemble, où la capacité de calcul elle n'est pas extraordinaire, mais pour résoudre justement quelque chose qui est complexe. Il y a des résultats qui sont intéressants, mais comme j'ai dit, c'est la direction de recherche. Si on veut aller plus loin avec la complexité, on peut aller plus loin pour justement avoir des modèles encore plus complexes, plus intelligents, qui résoudent plus de problématiques, etc. Pour en revenir à l'utilisation de l'IA, en tant qu'enseignant, comment appréhendez-vous la question de l'IA dans l'apprentissage de nos jeunes ? D'abord, c'est une question assez aussi profonde et je dirais même difficile à répondre à cette question-là. Parce que tout d'abord, il va falloir étudier l'effet de l'IA sur l'université, sur les étudiants d'abord. Il faut avoir cette étude. Il y a eu des études dans la littérature, il y a des personnes qui se sont intéressées à cette problématique-là, comment aborder, appréhender l'intelligence artificielle justement dans les cours, etc. Et les résultats de ces études, ils étaient nuancés, mitigés. Il y a ce qui disent que l'intelligence artificielle ou l'utilisation de l'intelligence artificielle a permis de donner une certaine autonomie, flexibilité aux étudiants. Et donc, ça les a motivés pour aller plus trouver des solutions, comprendre, etc., chercher. Il y en a d'autres recherches qui ont pointé le fait que l'intelligence artificielle augmente l'anxiété chez les étudiants. Et ça donne un certain sentiment de dépendance. Une perte de motivation. Des études qui ont dit qu'une augmentation de motivation, d'autres qui disent perte de motivation. Et là, en fait, la question ici, c'est vraiment l'utilisation de l'IA. Parce que la façon d'utiliser l'IA, elle peut être différente. Il y a des étudiants qui vont l'utiliser et qui vont voir l'IA comme une sorte de raccourci pour trouver des solutions.
Et donc, ceci consiste à chercher dans les outils d'intelligence artificielle, recopier les résultats, etc. Et ne pas voir ça comme étant un outil d'apprentissage, d'aide, par exemple, à améliorer la connaissance, à augmenter les connaissances, etc. C'est dommage parce qu'on sait que les IA se trompent. Clairement, il y a, si on n'a pas le recul nécessaire pour pointer du doigt les erreurs que les IA nous donnent, on peut passer à côté de faits importants. Tout à fait. Je confirme le fait que les outils d'intelligence artificielle peuvent facilement halluciner et donner des résultats qui ne sont pas corrects, qu'on peut dire facilement qu'ils sont des fakes. Après, il y a aussi une certaine amélioration qui va être faite, c'est sûr, avec le développement et la progression actuelle des outils d'intelligence artificielle. Donc, d'ici peu, il y aura une faible hallucination. Si les nouvelles générations ne sont pas sensibilisées, ils n'ont pas cet esprit critique, ils ne peuvent plus détecter, notamment pour aborder la question de l'IA et comment l'appréhender dans l'enseignement supérieur surtout. Là aussi, j'ai un avis un petit peu mitigé. Le premier, c'est que l'exemple de la calculette, qui est vraiment un exemple très, je dirais, par analogie à la calculette, on peut facilement voir l'intelligence artificielle et les outils d'intelligence artificielle. Apprendre à faire des multiplications ou enseigner les multiplications et les additions, surtout les multiplications posées et les divisions posées à un élève de, par exemple, CE2 ou CE1, il va falloir lui donner l'algorithme à la main, il faut lui donner tout, lui montrer, etc., comment faire avec le stylo et la feuille. Par la suite, une fois on a cette notion qui est ancrée dans le cerveau, etc., on peut utiliser la calculette justement pour aborder des questions beaucoup plus complexes de mathématiques, calculer l'intégrale de je sais pas quoi, et là où on peut utiliser la calculette par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà, c'est juste en fait de passage, la multiplication. C'est quelque chose, c'est un résultat qu'on utilise pour justement calculer quelque chose de plus complexe. Et donc, si un étudiant doit utiliser l'IA dans ce sens, c'est bien, à condition qu'il a été bien évidemment formé avec les bonnes bases pour avoir un esprit critique, comme on a dit, sur tas de domaines. Et là, enfin, ça c'est ma propre vision, c'est que jusqu'à licence 3 potentiellement, ou l'utilisation des outils d'intelligence artificielle, surtout dans le domaine de la formation, il doit être vraiment très très maîtrisé. Il faut pas laisser les étudiants travailler, donner des examens, enfin travailler surtout les travaux pratiques, si on fait toujours des travaux pratiques, etc., avec des outils d'intelligence artificielle. La deuxième partie, c'est que maintenant, une fois formé, une fois on a cet esprit critique, pourquoi pas ne pas utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour aller résoudre encore des problématiques plus complexes. Les problématiques plus complexes, ça peut être de n'importe quelle, je veux dire, dimension. La question par la suite, est-ce qu'on serait capable justement de critiquer les sorties de l'IA ? Si quelqu'un arrive dans la salle, c'est un enseignant qui arrive dans la salle et il montre, voici la sortie de l'IA. Est-ce que quelqu'un, vous pouvez me critiquer cette sortie ? Quels sont les problèmes ? Si les étudiants arrivent à critiquer la sortie des outils d'intelligence artificielle, c'est bon, ils ont acquis, à mon sens, l'esprit critique. Ils sont capables, bien évidemment, de l'utiliser et de distinguer le bon et le mal. Qu'ils ont la base de connaissances nécessaire. Bien sûr. Dans ce sens-là. Donc voilà, donc la question, elle est, je dirais, c'est une très bonne question, elle est pertinente et que la réponse, elle n'est pas facile et elle doit être établie avec un ensemble, je veux dire, d'acteurs. C'est pas uniquement un enseignant en intelligence artificielle tout seul qui peut répondre à cette question, je veux dire. De toute façon, je pense que c'est une question de société finalement, oui. Parce que c'est l'avenir, un peu l'avenir de demain qui se pose dans ce genre de questions. Et bon, je vous l'ai posé, mais je pense qu'en tant que parents, on est quand même assez nombreux à se poser cette question quand même. Mais d'ailleurs, en parlant de l'avenir et des étudiants, et en dehors du fait qu'ils puissent ou non utiliser les IA pendant
pendant leur scolarité. Il y a une autre question, hein, c'est leur futur métier. Parce que finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'IA qui s'incruste un petit peu dans tous les quotidiens et dans tous les différents métiers, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître? Et dans ce cas-là, comment préparer au mieux nos étudiants? C'est une question qui est liée à la question précédente, forcément, parce qu'en fait, si on doit réfléchir par rapport au paradigme d'enseignement actuel, il va falloir le changer justement pour répondre aux besoins du marché d'emploi. En fait, l'effet de l'intelligence artificielle sur l'université est fortement lié à l'effet de l'intelligence artificielle sur le marché. Même la presse, je dirais, actuelle, peu importe, elle pointe le fait qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés qui trouvent de plus en plus de difficultés à trouver un emploi. Et ça, c'est vraiment l'effet court terme de l'IA, l'effet très rapide en fait qu'on a vu. Et surtout dans des domaines précis, notamment le développement informatique. Il y a maintenant une tendance à essayer de trouver quelqu'un qui est capable de maîtriser beaucoup de choses au lieu d'aller recruter quelqu'un qui sait faire du développement informatique pour développer quelque chose, par exemple HTML, PHP, etc., des choses bien précises. Et donc forcément, en fait, la question par rapport au marché aussi, il y a des effets de l'IA sur le marché de travail, des effets qui peuvent être positifs comme des effets négatifs. Parmi les effets positifs, on peut imaginer une augmentation de productivité. On peut imaginer faciliter les tâches, par exemple à des gens qui ont qui ont un travail déjà, ils veulent faciliter une certaine tâche et ils utilisent l'IA, etc. Mais les effets peuvent être aussi négatifs dans le sens où l'intelligence artificielle peut remplacer des gens. Ça, même si il y a plusieurs études qui ont été faites jusqu'à présent dans la littérature, plusieurs sont optimistes, disent qu'il y aura une certaine transformation, comme d'habitude, à chaque révolution technologique, il y a eu une certaine transformation. Il faut juste pointer le fait que c'est la première fois où on fait une transformation technologique qui touche le raisonnement, qui ne touche pas vraiment les muscles, l'effort physique. Là, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi, qui donne des idées, qui interagit aussi. Qui interagit, qui peut-être prend le lead parfois, qui dicte en fait un ensemble de règles, etc. Et donc c'est vraiment, on est dans un autre contexte, et c'est pour cela en fait cette question-là aussi, elle est aussi difficile à répondre comme la question précédente, où il va falloir peut-être coopérer plusieurs personnes qui étudient tout ce qui est domaine économique, par exemple, les grandes théories, les grands changements, etc. Voir ça avec les aspects actuels dont on dispose. Maintenant, l'objectif sur tout ça, parce que c'est une question qui a été posée par rapport à nos étudiants à nous, l'objectif c'est de ne pas former des futurs chômeurs. Ça c'est notre objectif principal, nous, à l'université. Nous sommes conscients, je veux dire, heureusement aussi à l'université, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et il va falloir en fait réfléchir à un autre paradigme d'enseignement. Le paradigme traditionnel où l'enseignant arrive avec ses connaissances, avec son cahier, écrire au tableau, etc. Et l'étudiant qui est là en mode passif, qui reçoit. Ça, l'intelligence artificielle a cassé, a détruit ce modèle d'enseignement. Parce que l'information, elle est facile, accessible, etc. Mais déjà depuis quelques années, ça avait déjà commencé. Avec les vidéos, tout à fait. Avec les vidéos, on s'est dit que peut-être c'est l'aspect interaction. Interaction qui reste l'école. À l'école, il y a une certaine interaction, certaine interaction. Surtout poser des questions, répondre aux questions, et ainsi de suite. Un échange qui motive plus qu'être passif devant un écran et regarder juste une vidéo. Maintenant, c'est un autre paradigme parce que le chat,
en soi, c'est une sorte d'interaction. C'est-à-dire on communique, on reçoit de l'information. Même l'information, elle peut être générée avec une vidéo. On peut générer des émotions, on peut générer en fait des animations, on peut faire beaucoup de choses pour faciliter l'apprentissage. Voilà, donc le paradigme en soi qui consiste justement à transmettre des solutions à des problèmes doit être réfléchi autrement. Et donc plusieurs personnes, c'est pas moi le premier à le dire, que potentiellement la prochaine phase serait d'enseigner comment trouver des problèmes au lieu de comment trouver des solutions à des problèmes. Chercher où il y a quelque chose qui ne va pas. Chercher des problématiques. Et là, quand on trouve une problématique, c'est facile parce que c'est facile à trouver la solution derrière en utilisant, en s'aidant avec les outils d'intelligence artificielle. D'accord. Moi, j'ai peut-être juste une dernière question pour vous. Les IA, je ne vais pas dire bien ou pas bien pour l'avenir, mais quelle est votre vision de cette évolution ? Parce que clairement, ça ne va pas disparaître. C'est une évidence. C'est une bonne question. Moi, j'arrête pas de dire c'est une bonne question. C'est tout, parce que toutes les questions sont bonnes. C'est franchement parce que et là on est en train de réfléchir justement avec mes collègues sur ces questions-là. On est en train de rédiger un article là-dessus. La question, elle est très profonde et on n'a pas la réponse encore une fois, malheureusement. Maintenant, l'accès à l'IA va être généralisé. Le développement va continuer. Et comme j'ai dit, il va falloir tirer les points positifs qui sont là et essayer de l'utiliser de bonne manière. Après, une autre question qui est juste liée à ça, comment l'utiliser à la bonne manière ? Est-ce qu'il va falloir régulariser l'utilisation de l'IA ? Ça, c'est une autre question également. Comment la régulariser ? Ça, c'est une autre grande question. Concernant la régularisation de l'IA, est-ce qu'on se dit qu'on est confronté vraiment à quelque chose qui peut, par exemple, pénaliser l'humanité, remplacer les gens, etc. Et il va falloir peut-être couper accès à ces outils-là. En fait, je n'ai pas parlé d'un truc qui est très intéressant également, c'est la mauvaise utilisation de l'IA. Mauvaise utilisation de l'IA dans des buts par exemple, des attaques cybernétiques. Des attaques cybernétiques, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit actuellement en masse. Je ne sais pas si vous voyez sur les emails, on reçoit des tonnes de mails où il faut cliquer sur le truc. J'ai entendu là récemment, la dernière attaque, c'est un numéro de téléphone qui nous appelle, il n'y a personne au bout du fil, ça enregistre notre voix et après ça régénère notre voix pour la réutiliser à notre insu. Voilà. Donc c'est vraiment très très dangereux. Et est-ce que dans un monde où on a accès, je dirais qu'il n'est pas parfait à 100%, parce qu'il n'y a pas que des bonnes personnes, et l'utilisation, elle peut être, je veux dire, dans le mauvais sens, pour des attaques, pour des choses comme ça. Et est-ce que c'est plus judicieux, je dirais, de fermer l'accès à ces outils ou de l'ouvrir? Ça, c'est vraiment une question aussi qui est très difficile à répondre. Fermer, ça veut dire quoi? Fermer, c'est-à-dire rendre uniquement accès à quelques entreprises qui développent ces outils-là et pénaliser les autres, ou bien ouvrir pour justement casser cette possession des outils d'intelligence artificielle. Et avec l'ouverture, il y aura peut-être un développement d'antivirus pour contre-attaquer les attaques de type cybernétique, etc. Sincèrement, c'est vraiment des questions de société, comme ça a été dit auparavant. Donc voilà, j'ai pas, moi personnellement... Un peu, je ne vais pas dire au début, parce que ça fait quand même quelques années, mais dans l'appréhension, comme vous l'avez dit, c'est la première fois qu'on image, ou en tout cas on invente le fonctionnement du cerveau humain, mais à l'époque d'Internet, les mêmes débuts de questionnement se sont posés aussi. Alors pas de la même manière, parce que là on est quand même sur un niveau beaucoup plus élevé, mais voilà, finalement on voit bien aussi qu'Internet a quand même transformé
plusieurs métiers, mais en ont fabriqué d'autres. Tout à fait, et espérons que l'intelligence artificielle sera justement là pour fabriquer d'autres métiers et ne pas remplacer des métiers seulement. Espérons que cet outil sera utilisé dans les bonnes choses, pas dans les mauvaises choses. Ce sont des espérances et voilà, après on ne sait pas trop comment ça va évoluer parce que justement on est dans un stade qui est très primaire, je dirais. On n'est pas très avancé là-dessus et il faut être vraiment très nuancé au début pour ne pas avoir vraiment, parce qu'on n'a pas assez de données pour juger justement. En espérant que nous ne serons pas dans des pires scénarios de films de science-fiction qu'on a pu inventer pour le coup. C'est clair. Ça, oui. Donc c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça également. Par rapport à cette réflexion, c'est qu'on va avoir des États très mal intentionnés et il va falloir quand même se préparer à des fermetures. Comme tout est informatisé, on peut attaquer un hôpital à distance. Viser toute la planète. Ça a été déjà fait, justement. L'hôpital de Corbeil a été attaqué. L'université Paris-Saclay a été attaquée. Et à grande échelle, il va falloir se prémunir là. Et là, il faut se préparer à beaucoup plus d'attaques de ce type parce que, justement, les outils d'intelligence artificielle, ça n'a pas été dit dans la discussion, c'est Claude et GPT 5.5, je pense, qui ont réussi vraiment à détecter des failles de réseau, mais que personne n'a pu détecter avant. Et donc, si on peut utiliser ces outils pour faire des attaques, ça sera néfaste dans plusieurs, institutions, établissements. On ne sait pas quelle est l'ampleur, en fait, et comment vont être utilisés ces outils-là, qui sont accessibles jusqu'à présent. Donc voilà, d'où la question de régulariser l'utilisation. Mais après aussi, c'est une autre question. Je peux dire qu'il faut régulariser. Peut-être régulariser, c'est pas la bonne manière, parce que ouvrir aussi, ça permet aux autres de l'utiliser pour savoir comment contre-attaquer ces attaques-là, justement. Oui. Il n'y a peut-être pas de bonne réponse finalement sur ce sujet, juste des tests de société. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Eddy pour toutes ces informations. De rien, avec plaisir.